au quotidien cette semaine sur LMTV avec les 24 heures moto au Mans les 15 et 16 avril. Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans ce journal présenté ce soir par Enzo Maubert. Bonsoir Enzo. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire, comment mieux prévenir les incendies ? De plus en plus, les propriétaires forestiers s'informent et s'organisent pour éviter de revivre les violents incendies de l'année dernière. Au lycée Saint-Charles-Sainte-Croix, un grand spectacle se prépare. Figurants et comédiens répètent pour fêter près de 2 siècles d'histoire. Et puis, comme chaque soir cette semaine, le résumé du Pays de la Loire-Tour avec notre journaliste Antoine Besson. Et puis une invitée ce soir dans notre journal. Et oui, c'est Patricia Charton, présidente de Le Mans Développement. On parlera avec elle du prix de la start-upeuse Mancel qui lance sa 7e édition. Les forestiers veulent éviter de nouveaux incendies. Et oui, face aux conditions climatiques qui évoluent, les risques de départ de feu augmentent aussi. Et ça, les propriétaires forestiers l'ont bien compris. Ils organisent régulièrement des réunions pour s'informer sur la réglementation et sur les moyens à mettre en œuvre pour faciliter l'intervention des pompiers. Exemple à Télocher avec Anthony Piton. Fin juillet 2022, 328 hectares de pins et de sapins partaient en fumée autour de Télocher, Mulsanne et Ruaudin. Un incendie gigantesque dont les stigmates resteront visibles encore des années. Alors pour éviter qu'un tel drame se reproduise, les forestiers mènent des actions de prévention. Le changement climatique est vraiment prégnant et des conditions de sécheresse déjà très tôt en saison. Donc oui, la menace est certaine et surtout cette réserve de pins maritimes que nous avons sur le sud du département, il y a vraiment effectivement des zones très à risque. Des risques qui, à mesure que l'été approche, inquiètent les propriétaires de forêts privées. Des arrêtés préfectoraux ont été pris pour cadrer certaines actions forestières, mais des mesures de bon sens peuvent aussi être mises en œuvre. On conseille d'essayer de diversifier, pas forcément mettre que du pin maritime. Quand on a la chance de diversifier en introduisant du chêne, du bouleau, du robinier fou acacia, ces essences feuillues sont moins inflammables. Et donc on peut espérer que le feu se ralentisse. Les flammes peuvent ralentir dans ces peuplements feuillus. Les pompiers viennent aussi porter leur message. Tous les acteurs de la forêt sont concernés. Déjà le grand public qui doit respecter les règles de prévention. Ensuite, on a les propriétaires d'habitations qui doivent débroussailler autour de leurs habitations pour protéger leurs biens en cas de feu. Et puis les propriétaires forestiers qui doivent aussi réfléchir à aménager la forêt autrement. À l'échelle régionale, la Sarthe est le département le plus boisé. Les forêts occupent 18% du territoire sartois. Un mot à présent de ces nouvelles élections prévues à Bonnétable. Et oui, depuis plusieurs mois, la crise s'enlise au conseil municipal à tel point que le maire élu en 2017, Frédéric Barré, a démissionné en mars dernier. S'en est suivi le départ de deux adjoints et 10 conseillers. 2 nouvelles élections vont donc avoir lieu le 14 et 21 mai pour renouveler la totalité du conseil municipal. Les candidatures sont recevables à partir de ce jour en préfecture de la Sarthe ou en sous-préfecture de Mamers. Une équipe serait déjà en cours de constitution. Et c'est un top départ pour la 7e édition du prix de la start-upeuse Mancel. On va en parler ce soir avec notre invitée Patricia Charton, la présidente de Le Mans Développement. Soyez la bienvenue sur notre plateau. Bonsoir Patricia Charton. Bonsoir. 7e édition, on peut dire que ce prix commence à être connu des entrepreneuses, des partenaires. Finalement, c'est quoi son objectif au prix de la start-upeuse Mancel ? Il a atteint son objectif, il a atteint l'âge de raison, donc il est ancré dans le territoire. Le but, c'est, même si un jour on voudra que ça n'existe plus, mais c'est de mettre la lumière et de mettre un coup de projecteur sur les femmes entrepreneurs qui ont des projets ambitieux pour le territoire. Et ça marche. Alors qui peut candidater justement ? Toutes les femmes. À partir du moment où vous êtes une femme et que vous avez un projet que vous souhaitez pérenne, qui est innovant, qui est... alors innovant pas au sens technologique, mais au sens de se différencier d'autres entreprises. Il y a 3 prix, le prix coup de cœur, le prix espoir, le prix de la lauréate. Donc vous pouvez candidater dans toutes les différentes structures. Et la lauréate remporte aussi un petit chèque à la fin pour l'aider justement à son développement. C'est un chèque pas si modeste que ça, 3 000 €. Les partenaires ont tous rejoué le jeu et reviennent à la table de ce prix, puisque tout le monde y participe. 3 000 € et 1 000 € pour le prix espoir et pour le prix... il y a 3 prix. Oui, le prix lauréat, le prix espoir
et le prix coup de cœur. Coup de me cœur, semble. Voilà. je l'ai oublié. Alors, vous, Patricia Charton, vous êtes là depuis quasiment le début de, Oui, je suis à la de ce création. concours. C'est mon deuxième mandat, donc effectivement, j'ai vu passer des projets, j'ai vu passer des femmes qui ont toutes qui ont brisé le plafond de verre pour pouvoir s'installer sur le territoire et qui ont réussi, puisqu'on a aujourd'hui un coup de projecteur derrière sur le rétroviseur. Et on pourrait citer Sybille Kraft-Bellamy, qui était l'avant-dernière lauréate Kitoumi et qui rayonne à l'international, et Cassandra Bourmeau, VGPaille, qui est aussi une entreprise qui fonctionne très bien. Alors justement, que deviennent les lauréates? Est-ce que certaines entreprises qui ont participé, certaines entrepreneuses qui ont participé à ce concours ont réussi à se développer, à créer une véritable entreprise qui fonctionne aujourd'hui? Plus que ça, hein, nous avons également Chloé Rossignol, qui était il y a 3 ans, qui a créé une entreprise qui est quand même très connue, Fleur d'ici, WeTrade Local, qui permet de se développer à l'international. Donc ce sont vraiment des entreprises pérennes dans le temps, innovantes et qui fonctionnent très bien. Donc ce sont des femmes exceptionnelles. Vous en parliez tout à l'heure, vous avez dit un mot, le plafond de verre. Vous, quel regard vous portez justement sur l'évolution du concours? Est-ce que les femmes aujourd'hui osent peut-être plus se lancer qu'avant? Il y a 20 ans, oui, certainement. D'abord, elles ne se mettent pas les barrières que se mettaient les femmes, et tant mieux. Mais enfin, on est toujours à 30% hein, par rapport aux hommes. Donc, il faudrait arriver aux fameux 50% pour que ce concours n'ait plus lieu d'être. Mais mettre en lumière des femmes porteuses de projets et ambitieuses, c'est important. Donc la métropole est là pour ça, les partenaires sont là pour ça, la CCI, nous sommes plusieurs à être autour de la table, le MEDEF, et nous les mettons en lumière et elles en bénéficient et ça permet aux autres femmes de postuler. Alors justement, pour postuler, c'est jusqu'au 4 septembre, c'est ça? 4 septembre, c'est la fin des candidatures. Donc vous avez tout l'été et même avant l'été pour préparer votre dossier. Tous les dossiers sont étudiés. Vous pouvez postuler sur le site lemondedéveloppement.fr ou sur le site de la CCI. Le dossier vous sera remis. Vous avez les conditions d'accès et nous allons étudier toutes ces candidatures lors des jurys. Voilà. Eh bien, tout est dit. Merci Patricia Charton et donc pour candidater jusqu'au 4 septembre sur le site notamment de Le Mans Développement. Merci. Merci. Allez, lumière à présent sur l'ensemble scolaire Saint-Charles-Sainte-Croix qui se prépare à un très grand spectacle, Enzo. Et oui, les 1er, 2 et 3 juin, l'établissement propose un spectacle son et lumière et les organisateurs ont vu les choses en grand. Plus de 45 comédiens et techniciens, 150 figurants, des centaines de bénévoles. Une projection réalisée par le graphiste Nicolas Boutruche. Le tout pour raconter l'histoire de ces écoles, mais aussi du Mans à travers une grande fresque historique. Reportage lors de la première répétition avec Laure Girard. Les révolutionnaires entrent en scène. Des comédiens amateurs de tous âges, élèves, parents ou anciens de l'établissement Saint-Charles-Sainte-Croix du Mans. C'est aussi partager un moment avec mon fils en fait, et je trouve que c'est précieux de pouvoir faire des choses ensemble avec nos adolescents. C'est toujours un moment très émouvant pour Tégonec et moi, d'imaginer un spectacle, d'imaginer une grande fresque historique comme celle de cet établissement. Et tout à coup, ça commence à devenir réalité. Parmi les 150 figurants de cette fresque historique, Yanis, élève en seconde au lycée Saint-Charles-Sainte-Croix. Cette représentation est importante pour le jeune comédien amateur qui campe plusieurs rôles. Je suis habillé en père du lac, donc en fait je suis un prêtre qui gère ses élèves en fait comme un directeur, et voilà. Bienvenue parmi nous, un vote et on y va. Parce qu'il faut imaginer qu'il y ait des enfants aussi partout là, d'accord? Merci. Toute la matinée, les tableaux s'enchaînent. L'objectif, que chacun sache exactement quand et comment il devra intervenir sur scène, sous la houlette de la compagnie professionnelle 7e acte. De 1836 à 2023, on parle non seulement de l'histoire locale, de Sainte-Croix qui était une commune à l'origine et du Mans qui se sont réunifiés, mais aussi de l'histoire nationale, voire internationale. Et quels sont les éléments géopolitiques qui peuvent faire que ça a eu des répercussions directement sur l'établissement. Un son et lumière avec projection sur la façade de ce bâtiment afin de marquer la fin de 5 ans de travaux, mais aussi de montrer le dynamisme de l'établissement. Et que l'on retrouve à travers ce spectacle nos 200 ans pratiquement d'histoire. On ne vient pas de nulle part et nos établissements ne viennent pas de nulle part. Et puis c'est aussi que cette fusion entre Saint-Charles et Sainte-Croix qui a eu lieu il y a 8 ans
a fonctionné, a réussi. L'école voit en grand avec 1600 places ouvertes pour chaque représentation. Vous pouvez d'ores et déjà réserver sur le site Hello Asso. Allez, du sport à présent avec tout d'abord la dure défaite pour le MSB. Et oui Aurélien, on pourrait même dire rageuse, alors que les Manceaux ont mené quasiment tout le long du match mardi soir. Ils se sont finalement inclinés contre Villeurbanne d'un point, 80-79. Après un panier au buzzer de Youssouf Affal, vous allez le voir, un ancien joueur du Mans, justement. Prochain match à domicile, le 12 avril, ce sera contre Limoges. Et puis le Région Pays de la Loire Tours continue. On prend le pouls de cette deuxième étape tout de suite avec Antoine Besson. Bonsoir Antoine Besson. Bonsoir. Vous êtes avec nous toute cette semaine pour nous faire vivre ce premier Région Pays de la Loire Tours. Deuxième étape aujourd'hui entre Clisson et le Lion d'Angers. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette journée ? Une belle étape encore après la victoire de Brian Coquard hier pour la première étape. Eh bien, une nouvelle étape promise aux sprinters aujourd'hui avec 4 fuyards. D'abord, le champion du Danemark Alexander Kamp, l'américain Joey Roskopf, l'Espagnol Xavier Miquel Asparen et Emmanuel Morin, le Nantais Emmanuel Morin qui va se relever de l'échappée. On retrouve plus que 3 hommes en tête. Un trio qui va donner tout de même du fil à retordre au peloton. Vous le voyez, les trains de sprinters sont à fond derrière. Et on reprend l'échappée à moins de 2 km de l'arrivée. La chaussée est étroite. Encore une fois, nouvelle chute aux avant-postes. Jason Tesson est au sol. Rudy Barbier également. Brian Coquard pris dans la chute aussi. Et ça a provoqué une grosse cassure. Seule une quinzaine de coureurs se présentent dans le dernier virage de Uno X. Vire en tête à 200 mètres de la ligne. Les 2 Norvégiens font le coup parfait. Erlend Blikra est propulsé et s'impose devant son coéquipier Fredheim. Le doublé pour l'équipe norvégienne Uno X. La 3e place revient à Pierre Barbier, le français de l'équipe CIC Unante Atlantique. Et alors l'image du jour, il me semble qu'elle est plutôt étonnante aujourd'hui, si on peut dire. Oui, c'était l'étape des vignobles. On a vu quelques vignes, mais une image a retenu notre attention. C'est évidemment l'autre course, une course de vaches, et oui, puisqu'on a vu une quarantaine de vaches gambader près des coureurs, peloton très étiré, vous le voyez, avec quelques cassures à l'avant, ça nous a fait sourire évidemment. Et vous le voyez, elles suivent bien la chaussée en plus, pas de chute dans le dernier virage. Ici, victoire de Collinette, une vache angevine. Plus sérieusement, ça reste une belle image qui montre aussi les nombreuses exploitations agricoles que compte notre belle région. Et alors le classement, pas des vaches, mais des coureurs cette fois. Oui, c'est bien, donc on va revoir le classement de l'étape. Les 2 Norvégiens qui s'imposent de la formation Uno X, Pierre Barbier le 3e. À noter la 4e place de Lorenzo Manzin, la 5e de Arnaud Desmar. Et au classement général, changement de leader. Brian Coquard perd son maillot de leader au profit d'Erlend Blikra, le vainqueur du jour. Et donc pour demain, quel programme ? 3e étape demain ? Ouais, 3e étape donc ce jeudi, l'étape des châteaux, comme l'a appelé la région, départ de Baugé en Anjou dans le Maine-et-Loire, et on sera très vite en Sarthe, on passera à Bazouges-Cré-sur-Loire, passer sur Sarthe, Brulon, Saint-Denis-d'Orc, et puis ensuite on entre en Mayenne avec un circuit final de 15 km autour de Mayenne à faire 3 fois 197 km au total. La plus longue étape de la semaine. Et vous suivrez tout ça bien évidemment pour LM TV Sarthe. Merci Antoine Besson. Merci Antoine, merci Enzo, c'est la fin de ce journal. Une page de pub, la météo et vous ne bougez pas, on se retrouve juste après. Au quotidien cette semaine sur LMTV avec les 24 heures moto au Mans les 15 et 16 avril.